Bonjour à tous. Les politiques publiques du numérique, c'est un sujet qui traverse Smartech assez régulièrement. Aujourd'hui, on va être assez concentré dessus, sur ces services publics numériques, sur l'Internet des administrés, au service des citoyens et puis au service aussi des ministères. Nous aurons un entretien avec Mathieu Vidal, le président de Ville Internet, qui a déposé une motion au gouvernement pour déployer des politiques publiques plus justes, plus efficaces, plus soutenables et plus sûres, avec 45 propositions concrètes. On va en parler tout à l'heure. Et puis nous aurons rendez-vous avec la Villa Numéris qui nous parlera de ces quelques grands sujets qui devraient marquer et nous occuper en 2024. Mais d'abord, je vous propose ce sujet sur les enjeux stratégiques du réseau interministériel de l'État. C'est 3 questions A dans Smartech. Alors voilà un sujet dont on ne parle pas si souvent, finalement, sans doute pour des raisons de sensibilité, de confidentialité. L'infrastructure numérique de l'État a fêté ses 10 ans et c'est l'occasion de lever un peu le voile sur ce réseau et sur lequel s'appuient tous les ministères. Et je suis en compagnie de Guy Duplaquet. Bonjour, d'abord, bienvenue dans cette émission. Vous dirigez le département des infrastructures et services opérés au sein de la direction interministérielle du numérique, qu'on appelle plus rapidement la DINUM. C'est ça. Et donc, ce sont vos équipes qui s'occupent du réseau interministériel de l'État. Alors déjà, c'est quoi exactement ce réseau? Est-ce que c'est un intranet géant, finalement, qui réunit l'ensemble des ministères? Est-ce que c'est un réseau totalement étanche du réseau Internet? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qu'on a le droit de savoir, finalement, sur cette infrastructure critique? Alors, le réseau interministériel de l'État, le RIE pour aller plus vite, c'est d'abord le plus beau réseau du monde. Quand vous opérez une infrastructure, en toute objectivité, vous me dites ça. C'est la plus belle du monde, effectivement. C'est le plus beau réseau du monde quand même pour 3 grandes raisons. D'abord, par l'étendue des missions qui sont supportées par cette infrastructure. C'est l'ensemble des missions de l'État, de la sécurité intérieure à la sécurité alimentaire, à la gestion du patrimoine historique, à l'enseignement, à la gestion financière ou encore au suivi de l'effort en matière d'environnement, qui passe, toutes ces missions-là s'appuient sur le réseau interministériel de l'État. La deuxième raison pour laquelle c'est le plus beau réseau du monde, c'est en raison de son architecture. Je suis ingénieur de formation, je vous assure que l'architecture technique du réseau est un véritable bijou. La forme de l'épine dorsale, quand on l'a décrite d'ailleurs, donne ce sentiment de pierre précieuse. Effectivement, une double boucle optique maillée. Et c'est un produit entièrement fait maison. Le réseau interministériel de l'État, c'est un réseau qui, alors d'abord, qui dessert quand même 14 000 sites sur le territoire national, départements et collectivités d'outre-mer inclus, pour environ 1 million d'utilisateurs. Ouais. Ce n'est pas le plus petit ni le plus grand des réseaux professionnels, mais il a quand même une taille un petit peu significative. C'est un réseau qui a été conçu par l'État, non pas contre les réseaux des opérateurs. On a une grande confiance dans les opérateurs privés qui opèrent sur le territoire national, mais il y a des enjeux de souveraineté numérique, de maîtrise. Il faut qu'on comprenne comment notre infrastructure fonctionne pour pouvoir s'assurer de sa sécurité. On a donc décidé de construire, il y a une dizaine d'années, le réseau interministériel de l'État avec les opérateurs télécoms. Aujourd'hui, vous êtes opérateur télécom en France et vous ne travaillez pas d'une manière ou d'une autre avec le RIE, c'est un peu... vous pouvez vous poser des questions. On travaille avec Orange, avec SFR, avec Bouygues Télécom, avec Canal Plus Télécom, avec Onati en Polynésie française ou Canel en Nouvelle-Calédonie. Mais alors ça, justement, cette interconnexion finalement avec des partenaires privés, externes, elle est conditionnée à quoi pour garantir justement que ce réseau reste protégé et souverain, vous l'avez dit? Alors effectivement, il y a beaucoup d'énergie qui a été mise dans la conception du réseau avec des stratégies qui varient en fonction des composants qui constituent ce réseau. La partie collecte, le raccordement des 14 000 sites utilisateurs,
Bon, c'est pas un sujet sur lequel on n'attend pas de l'État qu'il construise des liens optiques ou des liens cuivre pour relier ces 14 000 sites. La brigade territoriale de gendarmerie de Lourdes-Barousse dans les Hautes-Pyrénées, ou la plateforme d'observation forestière d'Ourtin, à la limite entre la Gironde et les Landes. C'est un travail des opérateurs télécoms, donc on s'appuie largement sur les services professionnels de ces opérateurs. Mais sur les composants clés, cœur du réseau, son épine dorsale, ou encore les équipements de sécurité qui assurent l'interfonctionnement entre le réseau interministériel de l'État et les réseaux tiers, et notamment Internet, bien là, on a choisi une stratégie d'internalisation beaucoup plus forte. Les équipements nous appartiennent, ils sont opérés directement sous notre contrôle. Les liens optiques qui constituent l'épine dorsale font l'objet de locations de très longue durée à des opérateurs optiques qui ont été soigneusement sélectionnés. Renater, qui est par ailleurs qui fait partie de la sphère publique, ou Terre Alpha, qui est une filiale de la SNCF, également quand même dans cette grande sphère publique. Donc un niveau de maîtrise très important sur ces sujets cœur. Merci beaucoup, Guy Duplaquet, de nous avoir fait découvrir ce réseau interministériel de l'État. Je rappelle que vous êtes à la direction interministérielle du numérique, la DINUM. Merci. C'est l'heure de notre grande interview. On reste quand même dans cette sphère publique avec le président de Ville Internet. Je suis en compagnie de Mathieu Vidal. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en géographie et aménagement à l'université Jean-François Champollion d'Albi, membre du liste SIO du CNRS à Toulouse. Et je vous ai rencontré la première fois, c'était à l'occasion du 5e congrès des élus au numérique, lors duquel vous avez adressé une motion au gouvernement pour déployer des politiques plus justes, plus efficaces, plus soutenables et plus sûres. Motion qui est désormais entre les mains de Dominique Faure, donc la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Et c'est le résultat d'un travail qui a été porté par l'association Ville Internet, dont vous êtes le président. Alors, Ville Internet, il faut quand même signaler, on en entend en général parler pour la délivrance d'arrobases dans les villes, mais c'est pas seulement un label qui délivre des arrobases, Ville Internet. Rassurez-moi. Exactement, je vous rassure. Ville Internet, c'est une association transpolitique qui réunit 460 membres des collectivités de toute taille. La plus petite collectivité membre a 42 habitants, me semble-t-il, et la plus grande, c'est l'Eurométropole de Strasbourg. Traditionnellement, l'association est présidée par un universitaire depuis ses débuts. L'universitaire que je suis a fait un pas de côté et il est élu depuis 2020. Mais néanmoins, oui, l'association Ville Internet est certes connue et reconnue pour son label, mais on va en parler, c'est aussi un réseau d'acteurs, c'est aussi un atlas en ligne qui permet de repérer les bonnes pratiques des collectivités sur les territoires, et c'est aussi une association qui porte la voix de ses adhérents, notamment par la motion dont vous signaliez l'existence tout à l'heure. Alors, vous avez parlé des plus petites villes, des plus grandes. J'ai pas entendu Paris, et Paris n'a pas d'arrobase. Alors, Paris n'a pas d'arrobase, mais en même temps, l'Île-de-France est la région qui compte le plus grand nombre, me semble-t-il, de collectivités, 5 arrobases qui sont labellisées. Le maximum. Le maximum, oui, dans notre association. Peut-être que Paris viendra ou reviendra auprès de l'association pour valoriser tout le travail qui est fait. Paris n'est pas membre de Ville Internet. Paris, tout simplement, n'est pas membre et n'est pas candidate au label. Il y a deux éléments à distinguer. Il y a le fait d'être membre de l'association, et parmi les 450 membres, il y a environ 260 membres tous les ans qui sont candidats à ce label. Alors, on va parler de cette motion. C'est intéressant, vous faites 46 propositions autour de 4 enjeux avec des propositions concrètes. Alors, j'aurais aimé quand même qu'on puisse discuter de certaines. Je vais vous laisser les choisir. Lesquelles vous semblent les plus importantes, peut-être les plus urgentes même?
Alors, l'une des plus urgentes, c'est quand même la question du réseau, même si on voit et on sent... La connectivité. Oui, la question de l'accessibilité de manière générale à Internet, la question de la fibre un sujet sur les territoires. Alors, je suis géographe, c'est une des fractures numériques qui est en train de se réduire, certes, on ne peut pas nier ça, il y a des gros efforts qui sont faits sur les territoires. Néanmoins, dans les territoires ruraux, ça reste un enjeu. Dans les territoires ultramarins, c'est extrêmement compliqué. On a des membres dans l'association de territoires ultramarins qui, sans cesse, tous les ans, lèvent le doigt sur cette question parce qu'il y a des retards. Et puis, sans donner mon adresse, j'habite en centre-ville d'une ville moyenne et moi-même, je n'ai pas encore accès à la fibre. Donc, il y a véritablement Alors il y a quand même ce plan France très haut débit qui est quand même en passe d'aboutir. Oui. Comment est-ce que vous avez entendu d'ailleurs l'engagement de Jean-Noël Barrot, le ministre en charge du numérique, d'aider financièrement finalement les Français qui n'auront pas la fibre optique parce que visiblement on n'atteindra pas ces 100%, mais de les aider avec l'abonnement, enfin en tout cas participer aux frais pour s'abonner à une offre satellitaire? Oui, alors il y a différents niveaux dans ce qu'on évoque. Il y a la technologie qui sera utilisée pour accéder à Internet et il y a aussi la capacité des foyers à payer cet abonnement par le satellite. C'est pas forcément beaucoup plus cher que par la fibre par endroit ou selon les fournisseurs. Ça va dans le bon sens, on ne peut pas dire le contraire et surtout, faut avoir à l'esprit que Ville Internet n'est pas là pour s'opposer aux bonnes choses qui sont proposées par le gouvernement et les ministères, absolument pas, mais on est là quand même pour lever la main de temps en temps et pour dire que, par exemple, la question des sous-traitants sur les territoires, elle est compliquée. Les sous-traitants qui, bien souvent, vont aussi pointer du doigt la collectivité, alors que ce n'est pas la collectivité qui est en tort lorsque ils ne peuvent pas arriver jusqu'à l'habitat, jusqu'au foyer des habitants pour mettre la fibre. Donc la question du satellite peut se poser dans certains cas très particuliers. En revanche, pour des questions d'équité, il faut privilégier la fibre au maximum. Ouais. Alors l'autre sujet que vous avez envie de porter, c'est accompagner la stratégie numérique responsable face à l'urgence de la transition écologique. Ça fait quand même des sujets très complexes, ça, à gérer au niveau des collectivités. À la fois cette transition numérique, qui n'est pas aboutie, qui n'est pas terminée, d'ailleurs ce ne sera jamais terminé, c'est un chantier permanent, et la transition écologique. Oui, il faut concevoir la question du numérique de manière absolument transversale et dans les collectivités, effectivement, on compte de plus en plus d'élus au numérique, on en compte presque 1200 en France. C'est un travail qui est fait d'ailleurs, cet annuaire est porté par Ville Internet en partenariat avec la FNCCR et on va aboutir à quelque chose très, très prochainement, qui est très intéressant. Mais effectivement, nous avons... j'ai perdu le fil de votre question, pardon. Je disais que ça faisait beaucoup de chantiers, oui, à la fois transition numérique et transition énergétique. Mais les élus au numérique et les maires des petites communes de manière générale doivent porter ces enjeux du numérique de manière absolument transversale et il faut que ça marche. Quand on est citoyen, on s'en fiche de qui gère quoi, mais il faut que ça fonctionne. Et en revanche, la question du numérique se doit être réfléchie dès l'amont pour qu'elle ait un impact environnemental le plus faible possible. Alors à Ville Internet, ça fait quelques années déjà, avec l'Institut pour un numérique responsable, d'ailleurs, l'INR, qu'on a valorisé les actions de quelques collectivités qui sont dynamiques en matière de numérique responsable en accordant une arrobase verte parmi les 5 arrobases. Donc, effectivement... Ça peut jouer un rôle modèle alors, c'est l'objectif, de sensibiliser les autres, mais il s'agit aussi de sensibiliser
les collectivités mais les citoyens au fait que c'est pas parce que la donnée est de moins en moins chère à produire qu'on se doit de produire indéfiniment cette donnée. C'est pas parce que les matériels sont relativement moins coûteux qu'on peut se permettre d'en acquérir de plus en plus sans réfléchir à ce qu'ils deviendront après. C'est toute une stratégie de l'amont jusqu'à la fin des projets qu'il s'agit d'avoir en tête. Et où est-ce que le gouvernement peut intervenir là-dessus? Parce que c'est une motion déposée entre les mains des décideurs. C'est une motion qui est... Oui, qu'est-ce que vous attendez d'eux? C'est une motion qui est portée par l'association, qui se fait le porte-parole de ses membres, évidemment, qu'on a discuté avec la ministre, qui en retiendra certains aspects à n'en pas douter, mais qui est là aussi pour permettre de faire infuser certaines idées, que ce soit de manière très pratico-pratique. La question des campagnes de communication sur le numérique, qu'on souhaiterait voir se déporter sur les territoires, que les territoires puissent se les approprier et les déployer elles-mêmes, par exemple. La question d'avoir des modèles de documentation pour éviter d'avoir à refaire les choses d'une collectivité à l'autre. On perd du temps en permanence sur ce genre de choses. La question de faciliter des réponses à des gros appels à projets par la confiance, par exemple, et permettre à un territoire d'obtenir des financements, ça se fait sur certains territoires, d'obtenir des financements sur un projet ciblé sur le numérique, etc., etc. Il y a beaucoup de choses. Alors, la Ville Internet va fêter ses 25 ans en février. Oui. J'imagine qu'entre le projet de départ et là où on en est aujourd'hui, ça a pas mal évolué, mais aussi quelles sont peut-être déjà les évolutions auxquelles vous pensez pour les prochaines années, peut-être les 25 prochaines années. Oui, alors effectivement, pour en tout cas quelques années de plus, effectivement, le 8 février prochain, nous fêterons les 25 ans de l'association dans les locaux de l'Assemblée nationale. C'est un temps fort pour l'association, puisque effectivement, l'association a évolué, à n'en pas douter, depuis 1998, le premier label, et 2003, en fait, la création de l'association elle-même. Il s'agira aussi ce sont des échanges que nous avons d'ici au 8 février qui nous permettront de présenter une feuille de route ce 8 février. Vous pouvez nous dire déjà ce qu'on trouvera dans cette feuille de route, ou peut-être quelques éléments? Alors, si j'avais un terme à vous donner aujourd'hui, c'est la question des valeurs. C'est-à-dire c'est le numérique citoyen, c'est l'Internet citoyen, c'est ce que nous voulons que nos relations soient entre les citoyens et leurs collectivités, et entre ces mêmes collectivités et l'État et les entreprises de l'écosystème du numérique. À quoi ça ressemblerait un Internet citoyen ? Alors, ça ressemble à beaucoup de choses. Ça ressemble au quotidien de tous ces citoyens qui sont dans les villes, qui sont labellisés par l'association, mais ça prend différentes formes. C'est inclusif. C'est pas tout numérique, parce que au contraire, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Nous avons connaissance des enjeux. Vous n'êtes pas technocritique, mais vous dites attention, il faut garder l'humain toujours complètement au centre de la relation. Faisons avec le numérique, qui est absolument fondamental et qui est présent absolument intrinsèquement dans notre société. Néanmoins, alors c'est ce chiffre qui revient très régulièrement, mais des 13,5 millions de Français qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. On parle d'électronisme, bon, à des niveaux très, très différents, mais on ne peut pas faire comme si tous les Français étaient des acharnés du numérique, et en tout cas extrêmement à l'aise. Et il faut aller au-delà des idées préconçues qui voudraient même que les jeunes sont à l'aise avec le numérique. C'est pas vrai, ils sont à l'aise avec les réseaux sociaux, mais dès que vous les mettez sur un formulaire un petit peu plus complexe, ils sont rapidement perdus. Donc, Ville Internet et le numérique citoyen, c'est un numérique inclusif, oui, c'est aussi un numérique libre quand on peut,
La place du logiciel libre. Libre, vous dire, oui, au sens open source. Oui, libre et open source, oui. Ce sont des valeurs aussi d'engagement, de transparence des collectivités par rapport à tout ce qu'elles font, de participation citoyenne, c'est important. Et le numérique peut aider à plus de participation des habitants. Et ça, dans le jeu démocratique. Dans le jeu démocratique, oui, très clairement, par une participation en ligne, par la question des budgets participatifs. On sait que le nombre de budgets participatifs double, je crois, tous les 2 ans en France, porté par les collectivités. Donc on a là un outil qui permet au plus grand nombre de participer à la vie de la cité. Alors, je voudrais qu'on termine notre entretien par l'interview express. Vous allez voir, c'est des questions binaires. Oui. Je vous laisse répondre comme vous le souhaitez. Oui ou non, il faut être un geek pour présider Ville Internet? Non, un grand non. Pour ou contre, travailler avec des partenaires privés, pourquoi pas étrangers même d'ailleurs, pour gérer la transformation numérique d'une collectivité locale? Alors, il ne faut pas se l'interdire, mais il faut le faire avec conscience et en sachant ce qu'on veut. J'aime ou j'aime pas ceux qui parlent de digitalisation des services publics? Alors, c'est un terme que vous employez, ça? Non, ouais. Que je n'emploie pas, mais si ça contribue à sensibiliser l'ensemble des acteurs sur ces enjeux-là, pourquoi pas? J'y crois ou j'y crois pas à un Internet citoyen, justement? J'y crois absolument. C'est mieux ou moins bien pour l'aménagement du territoire, maintenant que le gouvernement a décidé, je vous en ai parlé tout à l'heure, d'aider les foyers privés de fibre optique à se connecter via une offre satellite? C'est forcément mieux, mais il y avait peut-être aussi d'autres solutions. Rêve ou cauchemar, les nouvelles législations nationales et européennes pour les villes, je pense à la loi Rennes, je pense aussi à Nice 2 sur la cybersécurité. C'est une nuit compliquée, on va dire. C'est entre le rêve et le cauchemar, mais ce sont des... C'est une nuit blanche. C'est une nuit blanche, ouais, pour les administratifs et les élus au numérique, mais c'est aussi la démonstration que l'ensemble des enjeux relatifs au numérique sont de plus en plus pris en compte, y compris dans la loi, et ça va de l'avant, effectivement. Alors, pour ceux qui ne regardent que l'interview express, je vous repose la question. Vrai ou faux, Paris n'a pas d'arrobase? C'est vrai. Mais pour quelle raison? On va le dire quand même. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas membres de l'association. Après, on peut aussi se dire que, en fonction du niveau de services qui sont proposés par les collectivités, certains trouvent plus d'intérêt que d'autres à être membres de l'association. Mais je ne doute pas que si les élus au numérique des arrondissements et de la ville de Paris regardent avec attention ce qui est fait à Ville Internet, ils ne tarderont pas à nous rejoindre. Et puis en plus, ils écoutent Smartech. Mais je n'en doute pas. Merci beaucoup, Mathieu Vidal. Je rappelle que vous êtes le président de Ville Internet et vous êtes venu d'Albi pour nous expliquer quelles sont vos propositions très concrètes pour le gouvernement pour avancer vers cet Internet citoyen. Allez, à suivre, on termine cette édition avec notre rendez-vous avec la Villa Numérique. On va voir quels sont ces sujets qui feront 2024. Alors, quels sont ces sujets qui vont faire 2024? David Lacomblette, président de la Villa Numérique, va nous répondre. Bonjour, David. Bonjour. Bon, alors, première constatation, on est en début d'année, c'est le moment d'adresser ses vœux. On a un marché de la tech qui reste quand même très dynamique, en croissance, mais que nous réserve la suite? Oui, meilleurs vœux pour une belle et grande année. Alors, on va laisser aux intelligences artificielles les prédictions, aux prédicateurs les prophéties, mais il ne faut pas être grand clair. L'année devrait être quand même riche en data et en intelligence artificielle, avec néanmoins plusieurs enjeux. Un enjeu réglementaire. L'Europe peut se targuer d'être la première puissance à se doter d'un règlement et d'un encadrement des solutions d'intelligence artificielle. Il y a eu un accord en fin d'année dernière. Maintenant, il va falloir voir ce qu'il y a exactement. Puis on voit bien que l'Allemagne et la France en particulier aimeraient en amoindrir la portée, ne serait-ce que parce qu'ils ont chacun une pépite à bord, Mistral AI en France, Alep Alpha en Allemagne, qui sont promises à devenir des pépites qui vont grandir. Elles ont déjà une valorisation supérieure
au milliard de dollars. Ce sont des licornes. Ensuite, il y a un match des titans. Facebook et Google en particulier veulent pas s'en laisser compter et donc vont tout mettre en œuvre pour revenir dans la course qui a été dominée par OpenAI et ChatGPT l'année dernière. Avec néanmoins en toile de fond pour Google un procès antitrust aux États-Unis dont la première partie s'est achevée en fin d'année dernière, mais les plaidoiries auront lieu au printemps prochain. Ensuite, il y a un enjeu économique fort pour les entreprises de savoir à quel moment elles basculent. Et on voit bien celles qui savent déjà dompter les datas ont des chiffres de croissance à 2 chiffres par an et donc il s'agit de ne pas laisser passer le train. Un enjeu moral, notamment sur les IA génératives, comment on rémunère les ayants droit dont les œuvres ont été inspirées ou le seront pour nourrir les bassins d'entraînement. Et enfin, un enjeu social vis-à-vis des individus qui ne vont pas perdre leur travail au profit des machines, mais qui seront sérieusement challengés, remis en cause par des êtres qui, eux, sauront les manier. Alors, il n'y aura quand même pas que de l'intelligence artificielle, David, en 2024. On va peut-être parler un peu d'autre chose. Sait-on jamais. L'espace risque d'être saturé un peu. Néanmoins, ça vaudra le coup de regarder là, dans les jours qui viennent du côté de Las Vegas, où s'ouvre le Consumer Electronic Show. Toutes les big tech sont de retour, Samsung, Amazon, Microsoft, Google, avec beaucoup d'annonces qui par nature ne sont pas encore connues, mais qui seront à visée industrielle ou automobile, et avec en toile de fond un enjeu de transition écologique très fort, puisqu'aujourd'hui, transition numérique et écologique sont indissociables, et il y a une forte pression de ce point de vue-là. Et puis, il y aura des annonces en matière de réalité augmentée, notamment avec Apple, en matière de cybersécurité. Alors, on a le sentiment que ce sont un peu les buzzwords, que ça revient chaque année, mais insensiblement, irrésistiblement, ces technologies s'installent. Alors, 2024, ça va être aussi une année électorale. Exactement, on vote sur tous les continents. En Inde, au printemps, alors sous nos latitudes, on s'y intéresse un peu moins, mais c'est la superpuissance de demain et le réservoir aussi du numérique, ne serait-ce que par les ingénieurs qui peuvent y être. En Europe, au printemps, les élections pour le Parlement européen dans les 27 pays de l'Union, entre le 6 et le 9 juin, et aux États-Unis, élection présidentielle, avec une élection en novembre, traditionnellement, le mardi suivant, le premier lundi de novembre, si je me rappelle bien de mes cours. Si vous avez mis Trump et Biden en 2020, vous ne devriez pas être déçus, puisque les deux s'apprêtent à remonter sur le ring. On se souvient à quel point le match avait hérissé les opinions et mis à mal aussi la modération d'un certain nombre de plateformes. Cette fois-ci, elles vont être aguerries et avec une nouveauté, une injonction en Europe de l'Europe, puisque il y a la mise en application du Digital Service Act qui impose aux plateformes d'être plus vigilantes et d'être plus proactives. Moyennant quoi les modèles économiques changent un peu. Il pourrait y avoir des répercussions sur les médias. Ça sera tout l'enjeu des États généraux pour l'information qui devraient rendre leurs conclusions à l'été. Bon, puis il y a bien 1 ou 2 sujets qu'on attend de voir émerger et qui n'arrivent toujours pas, mais qui arrivera peut-être cette année. Mais oui, parce que en matière technologique, on a toujours l'amplification au début, puis après on oublie et ça s'installe progressivement et durablement. On a beaucoup parlé de la 5G au cours des dernières années. Oui. Les offres vont être packagées, donc elles devraient commencer à réussir à se vendre chez les opérateurs. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, en Finlande, on ouvre la 6G dans les jours qui viennent. Et puis, on va voir aussi ce qu'il en advient des super apps, et notamment de X, anciennement Twitter. Merci beaucoup, David Lacoulette de la Villa Numéris. Merci pour toutes ces prévisions. On les suivra évidemment cette année avec vous tous sur la chaîne Bismart, en podcast et en replay. C'était Smart Tech. À très bientôt.